Personne ne pourrait gérer la fille du roi Alpha jusqu'à ce qu'une serveuse Oméga fasse l'impossible. Sortez-la d'ici avant qu'elle apporte le bâtiment entier vers le bas. Le cri fractura le bourdonnement élégant du gala de la lune d'argent, suivi immédiatement par le terrifiant cri aigu de métal se déchirant. Theodore Grey, Baker Grey, le roi Alpha, dont le nom faisait trembler des hommes adultes, se tint gelé dans le centre de la salle de bal. Pour la première fois dans l'histoire, le roi parut impuissant. À ses pieds, au milieu de cristal brisé et de spectateurs horrifiés, s'asseyait une fille de 7 ans avec des yeux comme des tempêtes. Agrippant un candélabre de fer tordu, elle avait plié avec ses mains nues. Elle ne pleurait pas. Elle grognait. « Touche-moi !» L'enfant siffla aux gardes royaux s'approchant, sa voix vibrant avec un pouvoir bien trop grand pour son petit corps, « et je te briserai. » Et alors, des ombres de l'entrée de service, une douce voix douce comme le miel coupa à travers la violence. « Tu n'as pas à les briser, petit tout. Tu as juste à leur dire que tu es fatigué. » Theodore Grey était un homme habitué au silence. Quand il entrait d'une pièce, les conversations moururent. Quand il parlait, la dissidence disparut. Il était le prédateur alpha, l'alpha de la meute de la crête grise et le roi de la coalition. Il régnait sur de vastes territoires, négociait des traités avec des clans hostiles et supprimait des soulèvements avec un seul regard. Mais il ne pouvait pas faire manger ses petits pois à sa fille. Plus précisément, il ne pouvait pas empêcher sa fille de transformer la salle à manger royale en zone de guerre. 3 heures avant le désastre au gala de la Lune d'Argent, Theodore s'assit à la tête d'une table en acajou qui semblait longue de kilomètres. L'air sentait le gibier rôti et le destin imminent. « Ara !» Theodore dit, sa voix un grondement bas qui commandait habituellement l'obéissance instantanée. « Pose la chaise vers le bas. » Ara, 7 ans et montrant déjà des signes d'une lignée alpha si puissante qu'elle frôlait le dangereux, se tint sur la table. Elle tenait une lourde chaise en chêne au-dessus de sa tête avec une force surnaturelle tremblante. Ses cheveux foncés étaient un nid d'oiseaux d'enchevêtrement. Ses yeux larges et frénétiques, passant entre un brun humain profond et un ambre sauvage brillant. « Non !» elle cria. Le son n'était pas juste fort. Il portait une force physique, une onde de choc qui fit vibrer les couverts. « Je n'irai pas. Je ne les rencontrerai pas. Ils sentent comme de fausses fleurs et des mensonges. » Theodore pinça l'arête de son nez, sentant le battement familier d'une migraine derrière ses yeux. « C'est un gala, Hera. Les gens portent du parfum. Ce n'est pas une conspiration, c'est un piège. » Elle jeta la chaise. Elle s'écrasa contre le mur lointain, se brisant en allumettes. Les 2 gardes bêta près de la porte tressaillirent mais ne bougèrent pas. Ils étaient terrifiés d'elle. Tout le monde l'était. La dernière nounou avait démissionné il y a 3 jours après l'avoir télékinétiquement enfermée dans le garde-manger pendant 6 heures. Celle d'avant cela était partie en pleurs, murmurant à propos d'enfants démons. Théodore se leva, sa propre aura s'enflammant instinctivement pour défier l'agression. La température de la pièce chuta. Les ombres semblaient s'allonger. Assez. Ara se figea. Pendant une seconde, la peur dans ses yeux brisa le cœur de Théodore. Elle n'était pas juste en train de faire l'enfant gâté. Elle était submergée. Depuis que sa mère mourut il y a 4 ans, les pouvoirs avaient dérapé. Elle était un conduit émotionnel absorbant l'anxiété et l'agression de tous autour d'elle, sans les filtres qu'un loup adulte possédait. Elle était une terminaison nerveuse à vif dans un monde fait de papier de verre. Mais Théodore ne savait pas comment le réparer. Il était un roi, un guerrier, un stratège. Il traitait en force et logique. Il ne savait pas comment poursuivre la tempête. Il savait seulement comment l'affronter. « Tu assisteras au gala. » Théodore dit, sa voix plate, enfermant sa propre douleur. « Tu es la princesse de cette meute. Tu ne te cacheras pas dans ta chambre comme un chiot blessé. Habille-toi. Martha t'assistera. Martha me déteste, cria en retour.
Martha a peur de toi, Théodore corrigea froidement. Donne-lui une raison de ne pas l'être. Il se retourna et sortit de la salle à manger, les lourdes portes se refermant derrière lui. Il ne regarda pas en arrière. S'il l'avait fait, il aurait pu voir la façon dont Alara s'effondra sur la table, non en rébellion, mais en défaite épuisée, se recroquevillant en boule comme si elle essayait de se faire assez petite pour disparaître. Dans son bureau, Théodore versa un verre de whisky ambré. Sa main trembla, un tremblement microscopique que personne d'autre ne remarquerait. Il avala la boisson en une seule brûlure. « Tu la perds, Théo ?» Une voix dit des ombres. C'était Silas, son bêta et plus vieil ami. Silas s'appuya contre la bibliothèque, bras croisés. « Je la discipline, » Théodore claqua. « Elle est une alpha. Elle doit apprendre le contrôle. C'est une enfant qui a perdu sa mère et a un père qui dirige le monde, mais ne peut pas la serrer dans ses bras sans se raidir. » Silas rétorqua, son ton dangereux. « Elle n'a pas besoin d'un roi. Elle a besoin d'un parent. Le conseil parle Théo. Ils disent qu'elle est instable. Ils disent que sa lignée est souillée. » Le verre de Théodore se brisa dans sa main. Les éclats mordirent dans sa paume, mais la peau guérit instantanément. « Laisse-le parler. Si quelqu'un la menace, je leur arracherai la gorge. » La violence est ta réponse à tout, Silas soupira. Mais tu ne peux pas combattre le trauma et tu ne peux pas lui commander d'être heureuse. Ce soir est une erreur. Elle n'est pas prête pour les foules. Elle doit l'être, Théodore dit, essuyant le sang et le whisky de sa main avec un mouchoir. Les meutes du Sud cherchent la faiblesse. S'ils voient l'héritière du trône comme une recluse sauvage, ils frapperont. Elle entre dans ce gala ce soir tête haute où nous semblons vulnérables. Silas secoua la tête, se poussant du mur. Alors Dieu nous aide tous. La prédiction était prophétique. Le gala était un cauchemar sensoriel. Les lustres étaient trop brillants. L'orchestre trop bruyant. L'odeur de 500 loups dans un espace clos écrasante. Théodore garda une prise sur l'épaule de Laura. Une prise qui était censée être rassurante, mais qui probablement se sentait comme un entrave. Il sentit les tremblements parcourant son petit corps. Il les ignora. Tiens bon, il lui projeta à travers leur lien familial. Sois forte. Mais il demandait à un barrage de retenir un tsunami. Quand le duc de Valin s'approcha, un homme qui rirent de fumée de cigares et de condescendance et essaya de pincer la joue d'eux, le barrage rompit. Ara ne le mordit pas juste. Elle déchaîna une impulsion d'énergie cinétique brute qui souffla les centres de table de 6 tables proches. Le chaos éclata. Chris, corps s'affolant. Théodore se tint au milieu de l'épave, regardant sa fille, qui était maintenant armée d'un candélabre et menaçant la garde royale. Il vit le jugement dans les yeux de sa cour. Le roi Alpha ne peut pas contrôler les siens. Il s'avança, son visage un masque de fureur, prêt à utiliser sa voix, le commandement qui força la soumission. Cela la traumatiserait, mais cela arrêterait la violence. Il ouvrit sa bouche et alors l'impossible arriva. Une serveuse, une personne insignifiante, une file qu'il n'avait même pas enregistrée comme existant, passa droit devant les gardes et s'agenouilla dans le verre. Eden Laurent était invisible. C'était son super pouvoir. Et dans sa ligne de travail, c'était un mécanisme de survie. Comme une oméga sans affiliation de meute, une vagabonde dans les termes polis de la haute société, bien que errante fût le mot qu'il chuchotait. Elle existait à la périphérie. Elle nettoyait les désordres, servait le champagne et gardait ses yeux baissés. Dans la hiérarchie du monde des loups, elle était la poussière sous le tapis. Mais les omégas avaient des dons que les alphas puissants ignoraient. Ils remarquaient des choses, ils sentaient les courants émotionnels d'une pièce avant qu'un mot ne soit prononcé. Pendant les 2 dernières heures, Eden avait équilibré des plateaux d'hors d'oeuvre, ses pieds endoloris dans de bons marchés ballerines noires, observant la petite fille aux côtés du roi. Eden sentit la détresse de l'enfant comme un poids physique. L'air autour de la princesse ondula avec de l'électricité statique. Cela goûtait comme l'ozone et la panique. Elle se noie, Eden pensa,
regardant le roi agripper l'épaule de la fille. Il la tient comme une prisonnière, pas une fille. Quand l'explosion arriva, Eden ne fut pas surprise. Elle avait senti la pression monter, comme la chute de pression barométrique avant une tornade. Pendant que les alphas rugissaient et les bêtas s'affairaient à former un périmètre, Eden posa son plateau sur une table d'appointe. Son manager, un homme nerveux comme un rat nommé Geralt, lui attrapa le bras. « Où vas-tu? Reste en arrière. Cet enfant est un monstre. » Eden tira son bras libre. Elle n'est pas un monstre. Elle a 7 ans. Elle marchait dans le cercle de destruction. Le sol était glissant de vin renversé et de cristal brisé. La princesse tout grognait, brandissant un lourd candélabre de fer. Le roi s'avançait, son énergie sombre et terrifiante, prête à écraser la volonté de la fille. Eden connaissait ce regard. Elle l'avait vu sur son propre père avant qu'elle ne s'enfuit. C'était le regard d'un homme qui pensait que la force était la seule langue. Eden ne pensa pas. Elle bougea juste. Elle se glissa devant un garde stupéfait et s'agenouilla sur le sol, ignorant les éclats de verre s'enfonçant dans ses genoux. Elle ne regarda pas le roi. Elle regarda Ara. « Tu n'as pas à les briser, petit loup, » Eden dit doucement, lançant sa voix sous la panique dans une fréquence qui était pure calme. « Tu as juste à leur dire que tu es fatigué. » La tête d'Ara claqua vers Eden. Les yeux de la fille étaient sauvages, changeant d'ambre. Elle leva le candélabre plus haut. « Éloignez-vous, je vous ferai mal. »« Tu pourrais. » Eden accepta facilement. Elle ne s'ia pas. Elle garda sa posture ouverte, soumise, mais sans peur. Elle relâcha son odeur, pas le parfum qu'elle portait pour la masquer, mais sa vraie odeur. C'était subtil, habituellement caché pour éviter une attention indésirable. Vanille, pluie et vieux papier. Une odeur de sécurité. Mais je ne pense pas que tu veuilles. Je pense que tes oreilles font mal. Ara cligna des yeux. Le candélabre baissa d'1 pouce. Quoi? La musique. Eden chuchota. Les violons, ils stridentent comme des chats mourants, n'est-ce pas? La bouche d'Ara tomba légèrement ouverte. Oui, ça fait mal. Et cet homme, Eden pointa un doigt mince vers le duc de vin recroquevillé, il sent comme le tabac brûlé et le lait aigre. Cela t'a rendu malade. Des larmes soudain jaillirent dans les yeux. La lueur dorée s'estompa, les laissant un brun profond, terrifié. Il essaya de toucher mon visage. « Je sais, » Eden dit. Elle tendit une main, paume vers le haut. « Pas de demande, juste une offre. C'est trop bruyant ici. Je connais un endroit dans la cuisine où le congélateur ronronne. Il bloque tout. Et j'ai une cachette de fraises au chocolat que j'étais censé servir aux gros diplomates. Mais je pense que tu en as plus besoin. » La salle de bal entière était silencieuse. Des centaines d'élus les plus puissants du continent retenaient leur souffle. Theodore Grey regarda, stupéfait. Il avait vu des guerriers se taper devant sa fille. Il avait vu des nounous supplier pour la miséricorde. Mais cette femme mince dans un uniforme de serveuse taché avec des cheveux s'échappant de son chignon en désordre avait marché dans la zone d'explosion et avait simplement parlé. Ara regarda son père, puis de nouveau Eden. L'arme dans sa main cliqueta sur le sol. « Chocolat » Ara chuchota. « Avec des vermicelles » Eden promit. Ara s'effondra en avant. Eden la rattrapa. C'était une violation de protocole si sévère qu'elle pouvait être punissable par emprisonnement, toucher l'air royal sans permission. Mais Eden enroula ses bras autour de l'enfant tremblante, la berçant doucement. « Je te tiens » Eden murmura, caressant les cheveux emmêlés de la fille. « Respire, juste respire. » Théodore fit un pas en avant, le sort se brisant. « Ara » La tête d'Eden claqua vers le haut. Ses yeux rencontrèrent les rois. Pendant 1 seconde, le monde s'arrêta. Théodore s'attendait à la peur. Il s'attendait à ce que la serveuse baisse les yeux pour porter son cou en soumission. C'était l'ordre naturel. Il était le roi Alpha. Elle était une serveuse Oméga. Mais Eden ne regarda pas vers le bas. Ses yeux étaient d'un gris clair surprenant,
et il flambait avec une férocité protectrice qui le choqua. Elle regarda l'homme le plus puissant du monde et lui donna un regard qui disait clairement « Restez en arrière. Elle a besoin d'1 minute, votre majesté. » Aiden dit, sa voix tremblant légèrement, mais ferme. « S'il vous plaît. » L'audace suicidaire pure. Theodore s'arrêta. Il regarda sa fille, qui enfouissait son visage dans le cou de la serveuse, inhalant cette odeur de pluie et de vanille. Pour la première fois en des mois, les épaules d'Ahara tombèrent. La tension quitta son corps. Theodore regarda ses gardes, qui attendaient son ordre d'arrêter la fille. Il regarda la cour, qui chuchotait un scandale. Puis il regarda Aiden. « Emmenez-la à la cuisine, » Theodore commanda, sa voix rauque. « Gardez-les. Si quiconque les dérange, jetez-les dehors. » Aiden hocha la tête une fois, se leva avec la fille, toujours s'accrochant à sa main, et mena la princesse du royaume loin de l'épave. Alors qu'elle le dépassait, Theodore attrapa une bouffée de son odeur. Cela le frappa comme un coup physique, contournant sa logique et frappant la partie primitive de son cerveau. Cela ne sentait pas comme un serviteur, cela sentait comme le repos. Il la regarda disparaître à travers les portes battantes. « Découvrez qui elle est, » Theodore dit à Silas, qui était apparu à son coude. « La serveuse ?» Silas demanda. « Elle n'est pas juste une serveuse, » Theodore murmura, ses yeux se rétrécissant. « C'est de la première personne n'a pas essayé de tuer en 2 ans. Découvrez tout. Je veux son dossier sur mon bureau d'ici le matin. » Aiden fut viré avant même que le gala ne se termine. Gerald, le manager, l'attrapa près du quai de chargement alors qu'elle essayait de se faufiler dehors. « Tu as embarrassé la compagnie. Tu as touché la princesse. Tu as de la chance de ne pas être dans un cachot, stupide fille. » « Je l'ai aidée, » Aiden dit, serrant son manteau mince autour d'elle. L'air de la nuit était glacial, mordant à travers son uniforme mince. « Tu as dépassé les bornes. Sors. Ne reviens pas pour ton chèque. » Aiden marcha les 3 miles jusqu'à son appartement sous la pluie. Son appartement était un studio de la taille d'un placard dans le quartier délabré du quartier de fer. Cela sentait l'humidité et les voisins cuisinant. Elle s'assit sur son matelas grumeleux, frissonnant, et compta son argent. 70 $. Le loyer était dû dans 3 jours. Elle enfouit son visage dans ses mains. « Stupide », elle chuchota à elle-même. « Pourquoi as-tu dû jouer les héros? » Mais elle savait pourquoi. Elle ne pouvait pas regarder un enfant se briser. Elle se souvint ce que cela faisait d'être petite, incomprise, et écrasée sous le poids de l'attente d'un alpha. Son propre père l'avait exilée pour être faible, pour être une oméga qui préférait les livres au combat. Elle s'endormit au son de la pluie et à l'anxiété rongeante de la pauvreté. Le lendemain matin, elle fut réveillée non par son alarme, mais par un martèlement à sa porte. Aiden se leva en catastrophe, cœur martelant. Le roi avait-il changé d'avis? Envoya-t-il des gardes pour l'arrêter pour avoir agressé la princesse? Elle ouvrit la porte une fente, gardant la chaîne en place. Se tenant dans son couloir minable était un homme en costume de charbon sur mesure. Il était énorme, remplissant le cadre, mais il n'était pas le roi. C'était l'homme qu'elle avait vu aux côtés du roi. Le bêta Silas. « Aiden Laurent ?» Silas demanda. Il n'avait pas l'air agressif, il avait l'air fatigué. « Qui demande? »« Le roi Theodore Grey demande votre présence. » « Demande? » Aiden rit nerveusement. « Ou exige avec Theodore. » La ligne est floue. Silas admit avec un léger sourire. « Faites votre sac, mademoiselle Laurent. »« Mon sac? Pourquoi? »« Viens juste avec moi. » Aiden hésita. Elle n'avait pas de travail, pas d'argent, et si le roi voulait lui faire du mal, il n'enverrait pas un bêta poli en costume. Il enverrait une équipe de frappe. Elle décrocha la chaîne. Le trajet jusqu'au domaine de Greystone fut silencieux. La voiture coûtait plus que tous les gains de la vie entière d'Aiden. Ils sortirent de la ville, remontant les routes de montagnes sinueuses jusqu'à ce que le château apparaisse. C'était une forteresse de pierres sombres et de verre perchée sur une falaise dominant la mer orageuse. Il avait l'air solitaire.
Salas la conduisit à travers les massives portes doubles, à travers des halls tapissés de tapisseries anciennes et d'armures jusqu'à une bibliothèque qui sentait le cuir et le tabac. « Attendez ici », Silas dit et partit. Aiden se tint au centre de la pièce, se sentant petite. La cheminée était assez grande pour rôtir un bœuf. Au-dessus du manteau pendait un portrait du roi et une femme belle, éthérée, avec des yeux, la défunte reine. Elle mourut il y a 4 ans. Aiden tourna sur elle-même. Theodore Gray se tint dans l'embrasure de la porte. Il ne portait pas ses atours de gala. Il portait un simple pull noir et un jean foncé, mais il avait l'air encore plus dangereux. Sa présence remplit la pièce, une lourde pression statique qui fit se dresser les cheveux sur le bras d'Aiden. « Je ne voulais pas fixer », Aiden dit, baissant son regard. « Regarde-moi », Theodore commanda. Aiden força son menton vers le haut. Cela prit de l'effort. Tout dans sa biologie d'Oméga lui criait de se soumettre à cet Alpha Prime. Theodore marcha plus près. Il bougea comme une panthère, silencieux, fluide, prédateur. Il la contourna, l'inspectant comme un cheval à une vente aux enchères. « Tu n'as pas de meute », il déclara, exilé du clan Loron dans le Nord quand tu avais 16 ans. « Pourquoi ?»« Je ne m'intégrais pas », Aiden dit vaguement. « Tu as refusé un accouplement arrangé », Theodore corrigea, tenant un dossier. « À un bêta 3 fois ton âge, tu as couru. » Aiden se raidit. « Je voulais un choix. Et maintenant tu sers des cochons et des couvertures à des aristocrates qui ne connaissent qu'une poste ton nom. » Theodore s'arrêta devant elle. Il était proche, trop proche, elle pouvait le sentir. Cèdre, fer froid et quelque chose de férocement masculin. Jusqu'à hier soir. Je voulais juste l'aider, Aiden dit. Elle avait peur. Elle n'a jamais peur. Theodore grogna. Elle est terrifiante. Elle a envoyé 3 hommes adultes à l'hôpital ce mois-ci. Mais la nuit dernière, elle a dormi pendant 10 heures. Elle n'a pas dormi toute la nuit en des années. Theodore jeta le dossier sur un bureau. Il se pencha en arrière contre le bois d'acajou, croisant ses bras. « J'ai une proposition pour vous, Aiden Loron. »« Je ne suis pas une nounou, » Aiden dit rapidement. « Bien. Les nounous sont inutiles. J'ai besoin d'un dresseur. Un quoi? »« Ara est unique, » Theodore dit, choisissant ses mots avec soin, ses pouvoirs grandissant plus vite que son contrôle. Le conseil veut l'envoyer dans un centre correctionnel, ce qui est un mot poli pour une prison pour loup volatile. Aiden haleta. « C'est une enfant. Tu ne peux pas les laisser. Je suis le roi. Je fais habituellement ce que je veux. Mais je ne peux pas régner un royaume si je suis constamment en guerre avec mon propre héritier. J'ai besoin de quelqu'un qui peut la fonder. Quelqu'un qu'elle écoute. Quelqu'un qui ne sent pas la peur. » Il la regarda intensément. « Tu es la première personne qu'elle n'a pas attaquée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être est-ce que ta magie d'Oméga. Peut-être est-ce que de la chance bête. Je m'en fiche. Que demandes-tu? Vis ici. Sois sa compagne. Garde-le calme. Apprends-lui comment exister dans le monde sans le briser. Prépare-la pour la cérémonie de l'équinoxe dans 2 mois. Si elle peut se tenir à mes côtés pendant la cérémonie sans incident, le conseil reculera. » Aiden regarda autour de la pièce intimidante. « Et si j'échoue, » Theodore dit, sa voix se brisant légèrement. « Et tu seras de retour dans la rue. »« Et la paix ?» Aiden demanda, essayant de paraître pratique, bien que son cœur se brisait pour la petite fille. 50 000 par mois plus chambre et pension. Aiden s'étouffa. C'était plus d'argent qu'elle ne pouvait imaginer. C'était la liberté. J'ai des conditions, Aiden balbutia. Theodore haussa un sourcil. Il n'était clairement pas habitué à ce que les gens négocient. Conditions? Je ne suis pas une servante, Aiden dit, sa voix gagnant en force. Si je fais cela, je le fais à ma façon. Tu ne me sapes pas devant elle. Tu ne lui cries pas dessus quand je travaille. Et je te réponds à toi, pas à tes gardes, pas à tes conseillers, juste toi. Theodore s'approcha de nouveau. L'air entre eux crépita. Il la regarda de haut, ses yeux dorés scrutant son visage. Il vit la peur, oui,
mais il vit aussi de l'acier. Un lent sourire dangereux se répandit sur le visage du roi Alpha. Cela le transforma, le faisant paraître moins comme une statue et plus comme un homme très beau. D'accord, Théodore dit. Il tendit sa main. Aiden hésita, puis plaça sa petite main dans sa grande et rugueuse. Électricité, vive et choquante, les zappa tous les deux. Les pupilles de Théodore se dilatèrent instantanément. Le souffle d'Aiden s'accrocha. Théodore ne recula pas. Il tint sa main une seconde trop longtemps, son pouce effleurant ses jointures. « Bienvenue dans la fosse aux lions, Aiden, » il chuchota. « Essaie de ne pas te faire manger. » Le domaine de Greystone n'était pas une maison. C'était un mausolée de pierres froides et de souvenirs plus froids. Aiden apprit cela dans sa première heure. Sa chambre était luxueuse, une suite dans l'aile était avec des draps de soie et une vue sur l'océan déchaîné, mais elle se sentait isolée. Le personnel, principalement des bêtas qui se déplaçaient avec une précision militaire, évitait son regard. Pour eux, elle était un cadavre ambulant. Aucun dresseur ne dura plus d'une semaine. La piscine de laiterie dans la cuisine la faisait courir d'ici jeudi. Mais Aiden ne courut pas. Elle déballa ses maigres affaires, 3 poules usées, une photo de sa mère et une copie abîmée de Orgueil et Préjugés, et alla droit au quartier de la princesse. Ce qu'elle trouva lui brisa le cœur. La chambre d'Ara était énorme, mais elle était dépourvue de couleur. Les murs étaient gris. Les jouets étaient éducatifs, en bois et soigneusement empilés. Il n'y avait pas de dessin sur les murs, pas d'animaux en peluche, pas de chaos. C'était une cellule conçue pour un spécimen dangereux, pas une chambre pour une petite fille. Tout était assis au centre du tapis, fixant un puzzle complexe. Elle ne leva pas les yeux quand Aiden entra. « Ils disent que si je finis cela en moins de 10 minutes, je peux sortir, » Aurora marmonna. Mais les pièces ne s'emboîtent pas. Aiden s'assit sur le sol en face d'elle. « Qui a dit cela? »« Père, il dit, les puzzles enseignent la stratégie. »« Veux-tu apprendre la stratégie? » Aiden demanda. Allah leva les yeux, ses yeux ternes. « Je veux apprendre à voler. » Aiden sourit, une expression chaleureuse et sincère qui sembla illuminer la pièce grise. « Voler est dur, hein? Mais je parie que nous pouvons faire un fort qui ressemble à un vaisseau spatial. »« Un fort? » Tout fronça les sourcils. « C'est en désordre. » Martha dit que le désordre est un signe d'un esprit faible. Martha, Aiden dit conspirativement à un bâton supérieur. « Bien, elle est ennuyeuse. Viens. » Aiden retira les draps de soie du lit à baldaquin. Elle traîna 2 lourdes chaises en acajou ensemble. Elle fit une razzia dans le placard à linge pour des oreillers. Pour la première fois de sa vie, Aura Gray ne détruisit pas une pièce par colère. Elle la détruisit par joie. Ils construisirent une tente massive affaissée au milieu de la pièce. À l'intérieur, c'était sombre et confortable. Aiden apporta une lampe de poche et fit des marionnettes d'ombre sur les murs de drap. Elle raconta des histoires non de guerre et de traités, mais de lapins qui déjouaient des loups et d'étoiles qui tombaient amoureuses de l'océan. Tout rit. C'était un son rouillé, grinçant au début, mais bientôt ce fut d'un rire de gorge plein. Quelle est la signification de ceci? Le boom de la voix de Théodore déchira le tissu de leur sanctuaire. Le fort de drap fut déchiré. Théodore se tint là, sa silhouette masquant la lumière. Il regarda le chaos, les chaises renversées, les oreillers partout, sa fille se cachant sous une couette. « Je t'ai embauché pour lui enseigner la discipline. » Théodore grogna à Aiden, ses yeux brillants d'or, pas pour transformer sa chambre en porcherie. Ahar recula, ses yeux commençant à briller cet ambre dangereux. La pression de l'air dans la pièce chuta. Le verre d'eau sur la table de chevet commença à vibrer. « Arrête ça, » Aiden dit. Théodore tourna son regard noir sur elle. « Excusez-moi. »« Je ne te parlais pas, » Aiden dit calmement. Elle tendit la main et prit la main de « Ara, regarde-moi. Le verre ne tremble pas parce que tu es méchante. Il tremble parce que tu as peur, mais tu es en sécurité. Nous jouons juste. » Elle serra la main de la fille.
L'ambre s'estompa des yeux d'Allah. Le verre se stabilisa. Aiden se leva et fit face au roi. Elle était un pied plus petit que lui, et Oméga se tenant contre un Alpha Prime. Mais elle ne recula pas. Elle a 7 ans, votre majesté, Aiden dit. Sa voix tremblante mais résolue. Elle n'a pas besoin de plus de discipline. Elle a besoin de jouer. Si elle ne peut pas libérer son énergie et sa joie, elle la libérera en destruction. Vous voulez qu'elle soit contrôlée? Laissez-la être une enfant. Théodore la fixa. Il était habitué aux offenses malades. Il était habitué à la peur. Il n'était pas habitué à une femme ambulante le sermonner sur l'éducation parentale en se tenant dans un tas d'oreillers. Il regarda qui regardait Aiden avec quelque chose que Théodore n'avait pas vu depuis des années. Confiance. Nettoyez cela d'ici le dîner. Théodore dit brusquement. Il se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. Il ne regarda pas en arrière. Le cuisinier fit du poulet rôti. Ara aime la peau. Veillez à ce qu'elle mange. C'était une concession, une petite, mais une victoire. Alors qu'il marchait dans le couloir, Théodore toucha sa poitrine. Son cœur martelait contre ses côtes. Un étrange battement rythmique qui n'avait rien à voir avec la colère. L'odeur de vanille et de pluie s'accrochait à ses vêtements. Et pour la première fois en 4 ans, le poids écrasant de son chagrin semblait une once plus léger. 2 semaines plus tard, le château bourdonnait de tension. Le Conseil des Anciens venait pour une inspection. C'était un test. Si Alara pouvait rester assise à travers un déjeuner formel avec les 5 loups les plus puissants de la coalition sans incident, elle serait autorisée à rester. Sinon, les papiers étaient déjà signés pour la transférer à la forteresse d'Obsidienne dans le nord, une prison pour défectueux. Aiden passa la matinée à se préparer. Non pas avec des exercices, mais avec des exercices de respiration. Imagine ton pouvoir est un grand chat endormi, Aiden chuchota, brossant les cheveux de. Quand les gens sont méchants, le chat veut se réveiller et griffer. Mais tu le caresses juste. Tu dis, chut, pas aujourd'hui, Minou, Ara gloussa. C'est idiot. Ça marche, Aiden promit. Elle s'habilla dans une douce robe bleue qui ne grattait pas. Tu es magnifique. Toi aussi, alors dit. Aiden regarda dans le miroir. Elle portait une simple robe grise que le personnel avait fournie. C'était modeste, mais cela épousait ses courbes d'une manière qui la rendait gênée. Elle tira ses cheveux en arrière. J'ai l'air d'une gouvernante. Tu as l'air d'une reine, dit simplement. Chicken. Le déjeuner fut tenu dans le solaire, une pièce avec des fenêtres du sol au plafond. Les anciens s'assirent comme des vautours. Lord Marcus, le chef du conseil, était un homme aux yeux reptiliens froids. Théodore s'assit à la tête de la table, rayonnant d'un calme létal. Aiden se tint derrière la chaise d'Ara, mains pliées, invisible. La soupe est froide. Lord Marcus ricana après la première cuillerée. Il regarda Ara. L'as-tu refroidi avec ton humeur, enfant? J'entends que la température baisse chaque fois que tu fais une crise de colère. Ara agrippa sa cuillère. Aiden vit le blanc de ses jointures. Caresse le chat, Aiden projeta la pensée. Elle posa une main légèrement sur l'épaule d'Ara. Ara prit une profonde inspiration et relâcha la cuillère. « Je m'excuse, Lord Marcus, » alors dit, sa voix petite mais stable. « Je demanderai à la cuisine de la chauffer. » Les sourcils de Théodore montèrent. Lord Marcus parut déçu. Il voulait une réaction. « Si poli, » Marcus traîna. « Contrairement à ta mère. » Elle était fougueuse. Certains se disaient dérangés. C'est dommage que la folie coule dans le sang. La pièce devint mortellement silencieuse. C'était une frappe calculée. Mentionner la reine morte était tabou. L'insulter était un souhait de mort. Le verre à vin de Théodore se fissura dans sa main, mais réagit en premier. Un grognement bas vibra dans sa gorge. La soupe dans le bol de Marcus commença à bouillonner, puis à bouillir. Contrôleur Gray, Marcus aboya en se levant. Voyez, c'est un animal sauvage. Elle défend sa mère. Aiden claqua. Les mots quittèrent sa bouche avant qu'elle ne puisse les arrêter.
Chaque tête se tourna vers la serveuse en robe grise. Lord Marcus devint violet. « Tu oses parler, Omega? Tu oses t'adresser à un membre du conseil? » Il tendit la main et frappa Aiden du revers de la main sur le visage. Le son de la gifle fut comme un coup de feu. Aiden trébucha en arrière, goûtant le cuivre. Le monde explosa. Ce n'était pas Lara. Un flou d'obscurité se déplaça à travers la pièce plus vite que l'œil ne pouvait suivre. Lord Marcus fut soulevé de ses pieds et claqué contre le mur opposé, épinglé là par une main autour de sa gorge. Theodore Grey n'était plus un roi. Il était un monstre. Ses crocs étaient entièrement étendus, ses yeux brûlants d'un feu doré si brillant qu'il était aveuglant. « Tu l'as touché », Theodore grogna, sa voix une base démoniaque déformée. « Tu as touché la mienne. » Le mot resta suspendu dans l'air, lourd et indéniable. « Mienne ». Ce n'était pas un mot utilisé pour des employés. C'était un mot utilisé pour des compagnons. Marcus griffa la main de Theodore, haletant pour l'air. « Théo, arrête. Immunité diplomatique. Si tu poses jamais la main sur elle ou ma fille de nouveau, » Theodore chuchota dans l'oreille de Marcus. « Je pèlerai la peau de tes os et la pendrai comme un drapeau. » Il laissa tomber Marcus. Le membre du conseil s'effondra au sol, haletant. « Sortez, » Theodore commanda la pièce. « Vous tous maintenant, » les anciens s'affolèrent. Les gardes reculèrent. La pièce était vide, sauf pour les trois d'entre eux. Théodore se tint haletant, le dos à eux, luttant pour mettre en laisse la bête. « Papa » chuchota. Théodore se tourna. L'or dans ses yeux s'estompa, remplacé par l'horreur. Il regarda Aiden. Aiden tenait sa joue. Une ecchymose fleurissait déjà, sombre et laide contre sa peau pâle. Théodore traversa la pièce en deux enjambées. Il ne demanda pas la permission. Il encadra son visage dans ses mains, inclinant sa tête vers le haut. Son toucher était incroyablement doux, un contraste frappant avec la violence des moments précédents. « Il t'a blessé », Théodore dit, sa voix brisée. « Je vais bien », Aiden chuchota. Son cœur battait si vite qu'elle pensa qu'elle pourrait s'évanouir. L'électricité entre eux était un bourdonnant physique vibrant dans ses veines. « Tu nous as défendus », Théodore murmura, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. Il se pensa, inhalant son odeur. « Pourquoi? »« Parce que vous valez la peine d'être défendu, » Aiden dit. Théodore se figea. Il regarda ses lèvres, puis ses yeux. Pendant un instant, Aiden pensa qu'il allait l'embrasser. Elle voulait qu'il le fasse. Dieu, elle voulait qu'il le fasse. Mais il recula, faisant un pas en arrière comme brûlé. « Va à l'infirmerie, » il dit rudement, lui tournant le dos. « Prends de la glace pour cela et amène à sa chambre. »« Théodore, va » il rugit. Aiden attrapa la main d'Ara et s'enfuit. Elle ne vit pas la façon dont Théodore s'effondra dans une chaise une fois qu'ils furent partis, enfouissant sa tête dans ses mains, tremblant, avec la réalisation terrifiante que la serveuse Omega ne gérait pas juste sa fille, elle le gérait lui, et il tombait. L'incident avec le conseil leur acheta du temps, mais il peignit aussi une cible sur leur dos. Les rumeurs se répandirent comme un feu de forêt. Le roi est devenu fou. Il est ensorcelé par une Oméga errante. Aiden essaya d'ignorer les chuchotements. Elle se concentra sur Allura. Mais le château se sentait différent maintenant. Les ombres semblaient plus longues. 3 nuits après le déjeuner, une tempête battit la côte. Le tonnerre secoua les fondations de Greystone. Aiden ne pouvait pas dormir. Sa joue avait guéri grâce à une solution que Silus lui avait donnée, mais son esprit s'emballait. Elle continuait à rejouer le moment où Théodore avait épinglé Marcus au mur. Mienne. Elle se leva pour prendre de l'eau et vérifia Ara. Le lit de la princesse était vide. Panique, froide et vive, s'enfonça dans la poitrine d'Aiden. Ara. Elle vérifia la salle de bain, vide. Elle courut dans le couloir. Ara. Elle la trouva dans l'aile ouest, l'aile interdite, l'aile où les chambres de la défunte reine étaient conservées, préservées dans le temps. Ara se tenait devant un massif portrait de sa mère. Elle tenait une petite boîte en velours.
Tu m'as fait peur, Eden soupira, se précipitant. Je l'ai entendu, chuchota. Elle m'appelait. Qui? Maman? Elle a dit qu'elle a froid. Eden s'agenouilla. Chérie, ta maman est partie. Non, insista. Elle ouvrit la boîte en velours. À l'intérieur gisait un beau médaillon en argent. Elle m'a dit de trouver ceci. Elle a dit que le méchant homme l'avait caché. Eden fronça les sourcils. Elle prit le médaillon. C'était froid au toucher. Elle l'ouvrit. À l'intérieur n'y avait pas une image, mais un petit morceau de papier plié et une mèche de cheveux. Eden déplia le papier. C'était écrit d'une main tremblante. Il change le médicament. Je me sens plus faible chaque jour. Si je meurs, ce n'était pas la maladie. C'était le thé. Protège. Ne le laisse pas près d'elle. Le sang d'Eden se figea. Lui? Qui était lui? Théodore? Que dit-il? Allah demanda. Rien. Adnan mentit rapidement, fourrant le papier dans sa poche. Juste un poème. Donne-moi ça. Eden tourna sur elle-même. Se tenant au bout du couloir sombre n'était pas Théodore, mais Silas, le bêta amical et fatigué, l'homme qui l'avait amené ici. Mais il ne souriait pas maintenant. Il tenait une lampe de poche et le faisceau était stable sur le visage d'Eden. « Silas, » Eden dit, sa voix tremblant. « Nous étions juste, tu ne devrais pas être ici, Eden. » Silas dit doucement. Il commença à marcher vers eux. « Tu fais un si bon travail avec la fille. Pourquoi as-tu dû aller creuser? »« Je n'ai pas. Donne-moi le médaillon. »« Pourquoi? » Eden fit un pas en arrière, tirant une Laura derrière elle. « Parce que, » Silas dit, atteignant dans sa veste et tirant une seringue. Certains secrets sont censés rester enterrés. Et le roi n'a pas besoin de savoir que sa femme fut assassinée. Cela le briserait. Je fais cela pour le bien de la meute. Il n'était pas l'ami loyal. Il était l'architecte de la tragédie. Cours, Eden chuchota. Quoi? Cours! Eden cria et poussa l'enfant dans le couloir. Eden se tourna pour faire face au bêta, armé de rien d'autre qu'un instinct maternel et un secret terrifiant. Silas s'élança. Eden ne cria pas à l'aide. Elle cria pour le roi. Théodore. L'éclair jaillit, illuminant la silhouette d'une bête chargeant dans le corridor. Mais Silas était plus proche. La seringue descendit comme une vipère frappant dans le noir. Eden n'eut pas le temps d'esquiver. Elle jeta son corps sur Ara, protégeant l'enfant avec sa propre fragile colonne vertébrale humaine, se préparant à la piqûre de l'aiguille. « Non !» Alia hurla. Ce n'était pas un cri de peur. C'était un cri de commande pure et sans mélange. L'air dans le corridor se compressa instantanément, créant un vide qui fit sauter les oreilles d'Eden. Une onde de choc de force télékinétique alimentée par la terreur d'une fille explosa vers l'extérieur du petit corps de Laura. Silas fut projeté en arrière comme frappé par un train de marchandises. Il s'écrasa contre le mur de pierre à 10 pieds de distance, la seringue glissant sur le sol. Il gémit, les os craquant, mais sa guérison de loup était déjà en train de le remettre ensemble. Il se releva en catastrophe, ses yeux maniaques, son masque humain glissant pour révéler la bête grognante en dessous. « Stupide fille !» Silas rugit, s'élançant vers eux de nouveau. « J'essaie de sauver le roi de la faiblesse. » Eden recula en catastrophe, traînant avec elle. « En tuant sa famille? En taillant la pourriture? » Silas s'élança. La fenêtre au bout du hall se brisa vers l'intérieur. Ce n'était pas la tempête, c'était le roi. Theodore Grey n'entra pas juste dans le combat. Il y mit fin. Il bougea plus vite que la pensée. Un flou d'ombre et de fureur. Avant que Silas ne puisse atteindre Eden, Theodore le frappa. L'impact secoua la poussière des tapisseries du plafond. Theodore ne se transforma pas en sa forme de loup. Il n'en avait pas besoin. Il souleva Silas, un homme de 200 libées de muscles, par la gorge et le claqua sur les planches du sol. Le bois s'écailla. « Théodore, attends !» Silas étouffa, son visage devenant violette. « Écoute-moi, tu les as menacés. » Théodore grogna, sa voix une vibration gutturale qui fit mal aux dents d'Eden. Ses yeux n'étaient plus dorés. Ils étaient des vides noirs de rage absolue.
Tu as tenu une arme sur ma fille. Je l'ai fait pour la meute. Silas siffla, griffant la prise de fer de Theodore. La reine, elle te rendait mou, Théo. Elle voulait des traités de paix. Elle voulait que nous arrêtions d'étendre. Elle empoisonnait ton ambition avec son pacifisme. J'ai dû la retirer. Et la fille, elle est brisée. Elle est instable. Je fais ce que tu es trop faible pour faire. Le silence qui suivit fut plus fort que le tonnerre dehors. Théodore resta parfaitement immobile. La révélation le frappa avec la force d'un coup physique. La femme qu'il avait pleurée, la femme dont la perte l'avait transformé en tyran. Elle n'était pas morte d'une maladie mystérieuse. Elle avait été assassinée par son frère d'armes, par l'homme qui avait tenu son épaule aux funérailles. « Tu l'as tuée », Théodore chuchota. La douleur dans sa voix était si brute, si ouverte, qu'Eden sentit des larmes piquer ses propres yeux. « Je t'ai sauvé », Silas cracha. Théodore rugit, un son de pur chagrin. Il leva son poing, prêt à porter un coup fatal qui écraserait le crâne de Silas. « Théodore, arrête !» La voix d'Eden coupa à travers la soif de sang. Elle se leva, ses jambes tremblantes, laissant blotti en sécurité contre le mur. Elle marcha vers les deux alphas. « Ne le tue pas », Eden dit doucement. Théodore se figea, son poing planant à quelques centimètres du visage de Silas. Il la regarda de nouveau, son expression sauvage et déséquilibrée. « Il a assassiné ma femme. Il a essayé de la tuer. Ma fille. »« Je sais, » Eden dit, s'approchant, bravant l'aura de violence rayonnant de lui. « Mais si tu le tues maintenant dans le noir, il deviendra un martyr pour sa cause. Le conseil dira que tu es devenu fou. Ils diront que tu as tué ton serviteur le plus loyal dans un accès de rage. » Elle plaça une main sur le biceps tendu de Théodore. Le contact grésilla. « Laisse-le faire face à la justice, » Eden chuchota. « Laisse tout le monde le voir pour ce qu'il est. Ne le laisse pas se transformer en le monstre qu'il veut que tu sois. » Théodore trembla sous son toucher. Le noir dans ses yeux recula lentement, saignant de nouveau dans l'or. Il regarda Silas, puis Eden. Il vit l'ecchymose sur sa joue de la réunion du conseil et la lumière féroce et inébranlable dans ses yeux gris. Il laissa tomber Silas. Silas haleta pour l'air, toussant. « Tu fais une erreur, Théo. C'est une oméga. Elle n'est rien. Elle est plus un roi que tu ne le seras jamais. » Théodore dit froidement. « Garde !» La garde royale, qui avait hésité à intervenir, envahit le couloir. Ils enchaînèrent Silas, traînant le traître. Quand ils furent partis, Théodore s'effondra contre le mur, glissant vers le bas jusqu'à ce qu'il soit assis sur le sol. Il enfouit son visage dans ses mains. L'adrénaline s'effondra, ne laissant que le chagrin. « Je ne savais pas », il étouffa. « Eden, je jure que je ne savais pas. » Eden n'hésita pas. Elle s'assit à côté de lui sur le sol de pierre froide. Elle tira sa tête sur son épaule. Le roi Alpha, le dirigeant du continent, pleura dans les bras d'une serveuse. Ara rampa en avant et se plaça en sandwich entre eux. Théodore enroula un bras autour de sa fille et l'autre autour d'Eden, les tenant comme s'ils étaient les seules choses le gardant attaché à la terre. « Je te tiens », Eden chuchota dans ses cheveux, répétant les mots qu'elle avait dits à Ara cette première nuit. « Nous te tenons. » L'arrestation de Silas envoya des ondes de choc à travers la coalition. Mais la cérémonie de l'équinoxe ne pouvait pas être reportée. C'était la nuit la plus sainte du calendrier des loups, la nuit où l'héritier du trône présentait son pouvoir à la déesse de la lune dans la meute. Si Ara échouait à allumer la pierre de lune, un massif cristal ancien au centre de l'amphithéâtre, elle serait jugée rejetée par la déesse. Le conseil, dirigé par un Lord Marcus en convalescence mais vengeur, forcerait son abdication. L'amphithéâtre était bondé de 5000 loups. L'air sentait le pain, la pluie et le jugement. Dans la tente de préparation, Ara tremblait. « Je ne peux pas le faire », elle chuchota. Elle portait une robe blanche de cérémonie qui la faisait ressembler à un minuscule fantôme. « Silas a dit que je suis brisée. Il a dit que je suis dangereuse. » Eden s'agenouilla devant elle. Elle prit les mains froides d'Ara. Sas était un menteur.
Tu n'es pas brisé, Ara. Tu es une tempête. Et sais-tu ce que font les tempêtes? Elles apportent de la pluie. Elles font grandir les choses. Mais si je le fais exploser, alors nous en construisons un nouveau, Theodore dit, entrant dans la tente. Il avait l'air royal dans sa tunique de velours noir, la couronne d'argent tressée reposant sur ses cheveux foncés, mais ses yeux étaient chauds quand il regarda sa fille. Tu n'as pas besoin de les impressionner, Théodore dit, s'agenouillant à côté d'Eden. Ainsi il était au niveau des yeux avec Ara. Tu es ma fille, c'est assez. Si la pierre ne s'allume pas, nous partons. Nous laissons la couronne, le château, tout cela. Je te choisis toujours. Les yeux d'Ahar s'écarquillèrent. Vraiment, vraiment, Théodore promit. Il regarda Eden, son regard s'attardant sur ses lèvres. J'ai appris que certaines choses sont plus importantes qu'un trône. Les tambours résonnèrent. C'était l'heure. Ils sortirent dans l'arène. La foule se tut. Lord Marcus se tint près de la pierre de lune, un sourire narquois sur son visage contusionné. Il tenait le bâton cérémoniel. Princesse Ara, Marcus annonça, sa voix amplifiée par la magie. Avancez et soumettez-vous au jugement de la lune. Ara lâcha la main de Théodore. Elle marcha seule au centre du 10. Elle semblait si petite contre le cristal imposant. Elle tendit sa main. Soudain, un vin aigu perça l'air. C'était inaudible pour les humains, mais pour les loups, c'était l'agonie. Un émetteur sonore. Marcus l'avait planté. Tout cria, s'agrippant les oreilles. Son contrôle se fractura. Le sol commença à trembler. Des fissures apparurent dans le sol de pierre. La foule haleta, murmurant « Elle le perd. Elle est sauvage. » Arrêtez ça. Théodore rugit, réalisant ce qui se passait. Il commença à se précipiter sur la scène, mais les gardes le bloquèrent, citant la loi sacrée que le procès doit être solitaire. Ara tomba à genoux, criant. Son énergie se déchaîna, brisant la première rangée de lumière. Eden ne se souciait pas des lois sacrées. Elle sauta par-dessus la barrière. Elle n'avait pas la vitesse alpha, mais elle avait de l'adrénaline. Elle sprinta à travers le sable, esquivant les débris lancés sans le savoir. « Eden, non! »« Oh! » Théodore cria. « C'est trop dangereux. » Eden atteignit le dais. L'énergie tourbillonnant autour d'Ara était un vent physique déchirant la robe et les cheveux d'Eden. Cela se sentait comme se tenir à l'intérieur d'une tornade. Eden tomba à genoux et retira les mains d'Ara de ses oreilles. « Regarde-moi! » Eden cria par-dessus le rugissement du vent. « Concentrez-vous sur moi, Ara. Ignorez le bruit. » « Ça fait mal, Air sanglota, ses yeux brillants d'un blanc aveuglant et instable. « Je sais, Eden cria. Elle pressa son front contre. « Trouve l'endroit calme, trouve les fraises au chocolat, trouve le fort, donne la douleur à la pierre, ne la retiens pas. Pousse-la dans la pierre. » Tout haleta, s'accrochant à l'encre mentale d'Eden. Elle canalisa l'agonie, la peur et la douleur sonique. Elle le poussa hors de son corps et le dirigea directement dans la pierre de lune. Le cristal ne s'alluma pas juste, il explosa. Un faisceau de lumière argentée pure jaillit dans le ciel nocturne, perçant les nuages. C'était plus brillant que toute cérémonie dans l'histoire. L'émetteur sonore caché dans le podium de Marcus surchargé de la surtension et explosa dans une averse d'étincelles, renversant le seigneur traître en arrière. La lumière baigna la reine entière dans une douce lueur de guérison. Le tremblement s'arrêta. Le vent mourut. Au centre de la lumière se tenaient une serveuse et une petite fille se tenant les mains. La foule fut stupéfaite dans le silence. Puis lentement un loup hurla. Puis un autre. Puis 5000 gorges levèrent un chant d'acceptation vers le ciel. Théodore rompit à travers les gardes et courut vers le 10. Il les ramassa tous les deux dans ses bras, les faisant tourner, riant avec une joie qui ébranla les fondations de sa réputation glaciale. Allah n'avait pas juste réussi le test. Elle avait réécrit les règles. La célébration dura jusqu'à l'aube. Pour la première fois, les portes de Greystone furent ouvertes à tous, Alpha,
bêta et omégas de même. Eden s'échappa de la salle de bal vers 2 heures du matin. Elle sortit sur le haut balcon dominant de la mer. L'adrénaline s'estompait, laissant une douce, épuisée douleur dans ses os. Elle regarda la lune, ressentant un sentiment de finalité. Elle avait fait son travail. Ara était en sécurité. Le roi était guéri. Son contrat était terminé. Planifier une autre évasion. Aiden se tourna. Theodore se tint dans l'embrasure de la porte. Il avait desserré son col et il tenait 2 flûtes de champagne. Juste prendre de l'air, Aiden dit. Theodore s'approcha et lui tendit un verre. Il se tint prêt, sa chaleur rayonnant contre son côté dans l'air frais de la nuit. Tu l'as sauvé de nouveau, Theodore dit doucement. Et tu as exposé Marcus. Le conseil demande sa tête. Il l'a sous-estimé. Aiden dit. Ils l'ont tous fait, et je t'ai sous-estimé. Theodore se tourna pour lui faire face. Il posa son verre sur la rambarde de pierre. Tu pars demain, n'est-ce que pas? Aiden regarda ses mains. Le contrat était pour la cérémonie. J'ai rempli mes devoirs. Au diable le contrat. Theodore grogna doucement. Il s'approcha, envahissant son espace, la coinçant contre la rambarde. Il plaça ses mains de chaque côté d'elle, la piégeant dans une cage de chaleur et d'odeur de cèdre. « Sais-tu pourquoi je ne t'ai pas touché cette première nuit dans la bibliothèque? » Theodore demanda, sa voix rauque. « Pourquoi j'ai gardé ma distance? » Aiden secoua la tête, son souffle s'accrochant. « Parce que le moment où je t'ai senti, mon loup t'a reconnu. » Theodore confessa. Il se pensa, son nez effleurant la courbe de son cou, inhalant profondément. « Tu es ma compagne, Aiden. Ma compagne estompée. » Le cœur d'Aiden s'arrêta. « Mais je suis une oméga. Tu es le roi. C'est impossible. C'est ce qu'ils disent. » Theodore murmura contre sa peau. « Ils disent qu'un roi alpha a besoin d'une reine guerrière. Mais ils ont tort. Je n'ai pas besoin d'une guerrière. J'ai une armée pour la guerre. J'ai besoin de paix. J'ai besoin d'une maison. Tu es ma maison, Aiden. » Il recula pour regarder dans ses yeux. « Ne pars pas. Reste. Pas comme dresseuse. Pas comme nounou. Comme quoi, dit Aiden chuchota. Comme ma reine, comme ma femme. Comme la seule personne qui a jamais osé me dire quand je suis un idiot. » Aiden rit, une larme glissant sur sa joue. « Tu es un idiot parfois. » « Je sais, » Theodore sourit. Un sourire éblouissant et sincère qui le fit paraître enfantin. « Alors, prendras-tu la tâche impossible de nous gérer pour toujours? » Aiden tendit la main et passa sa main dans les cheveux de l'homme le plus puissant du monde. « Je suppose que quelqu'un doit le faire. » Theodore n'attendit pas. Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser hésitant. C'était une revendication. C'était passionné, profond et plein de promesses. Cela goûtait le champagne et le destin. Sous la lumière de la lune qu'elle avait aidé à invoquer, la serveuse Oméga revendiqua le cœur du roi Alpha. Le mariage de Theodore Grey et Aiden Laurent ne fut pas tenu dans la grande cathédrale, mais dans le jardin sous le ciel ouvert. Ara était la fille aux fleurs, bien qu'elle utilisât surtout ses pouvoirs pour faire tourbillonner les pétales de rose en tornades miniatures autour des invités. Aiden ne devint pas juste une reine, elle devint une révolution. Elle ouvrit des écoles pour les omégas, réécrivit les lois du travail, et prouva que la force n'était pas juste à propos des griffes et des crocs. C'était à propos de l'empathie, du courage et de la volonté de se tenir debout quand tout le monde te disait de t'agenouiller. La malédiction sur la maison de Grey fut brisée non par magie, mais par amour. Et quant à la petite fille qui pouvait écraser le fer avec son esprit, elle grandit sachant qu'elle n'avait pas à briser le monde pour être entendue. Elle avait juste à trouver les gens qui écouteraient. Morale de l'histoire. Le vrai pouvoir n'est pas à propos de la dominance ou de la peur. Il est à propos du courage d'être gentil dans un monde cruel. Peu importe votre rang, votre passé ou vos cicatrices, vous êtes digne d'un amour qui vous voit pour qui vous êtes vraiment.
Si vous avez aimé cette histoire d'amour interdit et de triomphe, s'il vous plaît, aimez cette histoire, partagez-la avec votre meute et abonnez-vous pour plus de romances palpitantes. Quelle pensez-vous sera la première rébellion adolescente de? Faites-le moi savoir dans les commentaires.